Et si je vous disais qu'un avion apparemment ordinaire est sur le point de bouleverser les règles du jeu dans l'aviation mondiale? Dans le silence, sans une couverture médiatique excessive ni de grandes annonces, le 15 juin 2022, un Airbus A321XLR a décollé pour effectuer son premier vol d'essai. Ce fut un voyage de seulement 4h30 au-dessus des cieux européens. Pour beaucoup, c'était juste un avion de plus. Mais pour ceux qui connaissent Los Angeles le contexte, cet événement a marqué un tournant. Nous ne parlons pas d'une simple mise à jour technologique. Ce modèle représente un véritable saut dans l'industrie. Un avion à un seul couloir capable de parcourir des distances presque comparables à celles des géants à fuselage large, mais à des coûts significativement plus bas. Et pourquoi attire-t-il autant l'attention des analystes et des compagnies aériennes? Qu'est-ce qui le rend si stratégique pour l'avenir du transport aérien? Pour le comprendre, il faut se tourner vers le passé, à l'époque où les vols transocéaniques nécessitaient d'énormes avions. À la fin des années 50, des modèles comme le Boeing 707 et le DC-8 traversèrent l'Atlantique avec une aisance surprenante. Bien qu'ils fussent à fuselage étroit, leur autonomie était remarquable. Cependant, dans les années 70, l'industrie a pris un tournant vers des avions beaucoup plus grands. Ce fut l'ère des géants, Boeing 747, DC-10 et Lockheed L-1011 TriStar. Avec leur double couloir, une plus grande capacité et des soutes conçues pour transporter d'énormes volumes de fret, ils redéfinirent les vols long courriers. Airbus fit ses débuts sur ce terrain en 1974 avec l'A300. Mais le vrai changement arriva une décennie plus tard. En 1984, ils ont parié sur un avion plus petit mais visionnaire, l'A320. Ainsi naquit un concurrent direct du populaire Boeing 737. Ce qui semblait n'être qu'un autre avion court courrier est devenu le cœur de la famille d'avions commerciaux la plus réussie au monde. Et pourquoi tant d'attention sur la consommation de carburant? Parce qu'elle représente jusqu'à 30% des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne. Même une amélioration minimale de 1% peut générer des économies de plusieurs milliards par an. Cette pression économique et la préoccupation croissante pour l'impact environnemental ont conduit en 2010 au lancement de la gamme A320 Neo, axée sur l'efficacité et la durabilité. La série Neo a marqué un tournant dans l'évolution des moteurs aéronautiques. Il ne s'agissait pas simplement d'une amélioration incrémentale. Les nouveaux moteurs Pratt & Whitney PW1000G et CFM LEAP 1A offraient un progrès notable en matière d'efficacité. Ces moteurs ont permis de réduire la consommation de carburant de 15 à 20%, de diminuer considérablement les émissions polluantes et de réduire de moitié l'empreinte sonore de l'avion. Du point de vue opérationnel, les bénéfices étaient clairs. Les compagnies aériennes réalisèrent des économies annuelles importantes sur le carburant pour chaque avion équipé de moteurs Neo par rapport aux versions précédentes. Airbus a appliqué ces améliorations aux modèles A319, A320 et A321, à l'exception de l'A318, dont la faible demande ne justifiait pas un investissement supplémentaire pour sa modernisation. Un jalon clé est arrivé en 2018, lorsque Airbus a lancé l'A321LR, une variante long courrier basée sur l'A321neo. Ce modèle comprenait 3 réservoirs de carburant supplémentaires installés dans le plancher inférieur du fuselage, ce qui lui permettait d'atteindre une autonomie maximale proche de 4000 milles nautiques. Cependant, ce ne fut pas seulement une question de capacité en carburant. L'A321LR a obtenu la certification ETOPS 180 qui lui permet d'opérer sur des routes jusqu'à 3 heures d'un aéroport de déroutement, même en cas de panne d'un moteur. Grâce à cela, des opportunités se sont ouvertes sur des routes transatlantiques auparavant réalisables uniquement avec des avions à fuselage large. Néanmoins, le succès du LR a également mis en lumière certains compromis de conception. Et les compagnies aériennes ont commencé à demander encore plus de capacité dès leur mise en service. L'ajout de réservoirs de carburant supplémentaires a entraîné une contrepartie importante, la réduction de l'espace disponible dans les soutes à bagages. Cette décision a obligé les compagnies aériennes à faire face à un dilemme opérationnel clé. Privilégier le carburant pour couvrir de plus longues distances ou préserver la capacité de charge, essentielle pour les revenus supplémentaires, issus des bagages enregistrés et du fret. Pour gérer cette limitation, de nombreuses compagnies ont choisi de réduire le nombre de sièges et d'opter pour des configurations davantage orientées vers les passagers premium. Moins de place signifiait aussi moins de bagages, libérant ainsi un peu d'espace pour d'autres usages sans sacrifier totalement ni la charge ni l'autonomie. Cependant, cette solution était loin d'être parfaite. La tension entre ces éléments se reflétait clairement dans les courbes de charge utiles par rapport à l'autonomie, un outil technique fondamental dans la planification des opérations aériennes. Avec l'A320 et un LR, les responsables de la planification étaient contraints de réaliser des évaluations complexes avant chaque vol,
Déterminer combien de passagers pouvaient embarquer sans compromettre la charge, calculer le volume de bagages possible et, en même temps, estimer la quantité de carburant nécessaire pour compléter le trajet prévu. Sur des routes de distance moyenne, comme entre New York et Lisbonne, l'équilibre était gérable. Mais en projetant des vols vers l'intérieur de l'Europe, les marges opérationnelles se réduisaient notablement. De plus, tout changement imprévu, comme la présence de vents contraires plus forts que prévu, pouvait perturber tout le plan. Dans de tels cas, les compagnies aériennes devaient rapidement choisir entre plusieurs options peu attrayantes. Diminuer le nombre de passagers, limiter la charge transportée ou programmer une escale technique pour faire le plein de carburant. Chaque choix représentait une perte en efficacité, en revenus ou en expérience passager. À partir de 2020, la valeur de l'espace dans les soutes des avions commerciaux a radicalement changé. Avec la baisse du trafic passager, le transport de marchandises par voie aérienne a gagné une importance inattendue. La cargaison dans les compartiments inférieurs, autrefois considérée comme un revenu secondaire, est devenue une source cruciale de rentabilité. Sur plusieurs routes, les tarifs au kilo dépassaient les $5, triplant facilement les valeurs habituelles avant la pandémie. Cela a permis à certains vols d'avions à fuselage large de rester rentables, même avec une grande partie de la cabine vide, grâce uniquement à ce qu'ils transportaient sous le plancher. Cette transformation a révélé une vulnérabilité dans le modèle long courrier à fuselage étroit. Si des avions comme l'A321 XLR sont très efficaces sur des routes point à point, leur capacité de charge est plus limitée, ce qui représente un désavantage dans ce nouveau contexte. Cependant, la réponse du marché a été favorable. Fin 2024, une compagnie aérienne espagnole exploitait déjà ce modèle sur des vols transatlantiques depuis Madrid vers des villes comme Boston et Washington DC. Les premières expériences furent positives. Cabines silencieuses, consommation efficace et fiabilité opérationnelle ont renforcé l'attractivité financière de cet avion sur des routes à demande modérée, mais de longue distance. D'autres compagnies ont également commencé à intégrer l'XLR dans leur stratégie. Aer Lingus, par exemple, a lancé des vols de Dublin à Minneapolis. JetBlue prévoit d'utiliser ce modèle pour des traversées de l'Atlantique depuis la côte Est des États-Unis vers des villes européennes à trafic plus faible, où les avions plus grands seraient insoutenables. Avec 13 unités commandées, on s'attend à ce que leur réseau inclue des trajets innovants. En Amérique latine, des options sont étudiées pour connecter le nord du Brésil au sud de l'Europe, évitant les grands hubs traditionnels. Air Canada explore des routes directes depuis Toronto vers des destinations européennes moins desservies telles que Funchal, Malaga ou Nantes, sans avoir besoin de recourir à des modèles à double couloir. Et ce n'est que le début. American Airlines se prépare à mettre en service ses premiers XLR, avec des plans initiaux visant à remplacer sa flotte A321T sur des routes premium aux États-Unis, avant de les déployer à l'international. Cet avion permet d'expérimenter de nouveaux marchés sans encourir les coûts d'exploitation élevés liés à l'utilisation d'appareils plus grands. De plus, son efficacité environnementale est significative. L'XLR consomme environ 30% de carburant en moins par siège comparé aux avions de génération précédente utilisés sur des routes similaires, un avantage important dans un secteur de plus en plus pressé de réduire ses émissions. D'autres compagnies, comme United, envisagent d'utiliser l'XLR sur de nouvelles routes entre l'Amérique du Nord et le Brésil. Même des acteurs du Moyen-Orient étudient son potentiel sur des connexions européennes qui ne justifient pas l'emploi d'avions plus grands. Bien que l'XLR ait déjà prouvé qu'il changeait la donne, l'intérêt pour des versions futures est fort. Airbus pourrait introduire des améliorations en cabine, des ajustements de conception aérodynamique, voire des variantes étendues. Les analystes spéculent sur la possibilité d'un A322 avec plus de capacité ou d'un Neo Plus avec des moteurs optimisés et une autonomie accrue. L'attrait principal de l'XLR est facile à comprendre. Un avion capable de traverser les océans, équipé de seulement 2 moteurs et d'un unique couloir, pouvant couvrir jusqu'à 4700 milles nautiques, le tout avec une efficacité opérationnelle que les avions à fuselage large ne peuvent tout simplement pas égaler. Cette formule change les règles du jeu, permettant des liaisons directes entre des paires de villes auparavant non connectées pour des raisons économiques ou techniques. Du point de vue du passager, les bénéfices sont évidents. Moins d'escales, des temps de voyage réduits et un accès direct à des destinations qui nécessitaient auparavant plusieurs correspondances. Cependant, de nouveaux défis apparaissent également. Le fuselage étroit implique des espaces plus restreints en cabine, ce qui peut affecter le confort sur les vols longs, en particulier en classe économique. Avec une configuration typique de 3 sièges de chaque côté, les passagers côté hublot et milieu doivent se coordonner pour accéder au couloir, ce qui devient inconfortable lors de trajets prolongés. Dans le segment premium, les défis sont différents.
Bien que des compagnies comme JetBlue, Etihad Airways ou Aer Lingus aient démontré qu'il est possible d'offrir des produits en classe affaires attractifs dans des avions à couloir unique, l'espace limité impose des restrictions importantes dans la conception des sièges et la disposition des cabines. Une question clé est de savoir si les passagers prêts à payer des tarifs élevés, souvent supérieurs à 3 000 $, accepteront une expérience de confort inférieure à celle offerte par les grands avions à double couloir. Au final, c'est le marché qui validera ou rejettera cette proposition. L'acceptation de l'XLR ne dépendra pas seulement de ses chiffres d'efficacité ou de sa capacité à ouvrir de nouvelles routes, mais aussi de la manière dont la rentabilité opérationnelle s'équilibrera avec l'expérience passager, tant en classe économique qu'en premium. Airbus a posé une mise ambitieuse sur la table. Il reste maintenant à voir comment le secteur et surtout les voyageurs répondront. L'A321XLR n'est pas simplement un autre modèle dans la ligne de production. Il représente un changement radical dans la manière dont nous comprenons la connectivité aérienne. Les avions à couloir unique comme celui-ci finiront-ils par remplacer beaucoup des avions traditionnels à fuselage large sur les vols long courriers? Assistons-nous au déclin du modèle classique Hub and Spoke, concentrateur et redistribution, qui a défini l'aviation internationale pendant tant d'années? Pendant des décennies, ce système reposait sur la concentration des passagers dans de grands aéroports avant de les envoyer vers leur destination finale. Cependant, la XLR propose une approche différente. Il permet des vols directs entre des villes secondaires, avec une efficacité auparavant possible uniquement sur des routes principales. Cette capacité a le potentiel de redessiner la carte des routes mondiales et d'accélérer la décentralisation du trafic aérien international. L'impact de ce changement ne se limite pas aux compagnies aériennes. De nombreux aéroports régionaux, qui jusqu'à présent ne pouvaient pas accueillir d'avions à fuselage large en raison de limitations infrastructurelles, pourraient devenir de nouvelles portes d'entrée internationales grâce à des appareils comme l'A321XLR. Avec des exigences opérationnelles plus modestes, ces avions permettent d'ouvrir des routes intercontinentales sans nécessiter des extensions coûteuses des terminaux, pistes ou services auxiliaires. Ce futur alternatif est déjà en train de se dessiner. Et c'est un avenir qui s'éloigne notablement de ce qui était envisagé il y a seulement quelques années. La pandémie a agi comme un catalyseur, accélérant des processus déjà en cours. Mais l'essor du fuselage étroit long courrier ne naît pas de la crise. C'est une évolution naturelle de l'efficacité et de la flexibilité recherchée par le secteur. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas un simple ajustement passager, mais une transformation structurelle, une redéfinition de la manière dont les personnes se déplaceront d'un point du monde à un autre. L'émergence de l'A321XLR et d'autres modèles similaires annonce un nouveau paradigme, celui où la connectivité directe, flexible et efficace remplace progressivement l'approche traditionnelle de concentration et de redistribution. Si cette perspective sur l'avenir du transport aérien et des avions qui changent les règles du jeu vous a intéressé, je vous invite à suivre la chaîne et à laisser en commentaire quel autre sujet lié à l'aviation vous aimeriez que nous explorions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer plus de contenu. À la prochaine!